inédit, on vient d'en parler, le chef de Kremlin, dans la menace adressée à l'Occident. Il envisage pour la première fois de frapper des bases en dehors du territoire de l'Ukraine, dit-il. Il y réfléchit, ce qui pourrait signifier en territoire de l'OTAN, quand ces territoires accueilleront des F-16 occidentaux destinés à l'armée ukrainienne. Écoutons le chef du Kremlin. L'OTAN commence à rentrer dans la guerre en Ukraine. De plus en plus d'équipements sont livrés à l'Ukraine. On discute aujourd'hui de livrer des avions. Sur différentes zones du front, des attaques ont lieu. Une brigade par-ci, une brigade par-là, avec des chars. Ces chars sont détruits, y compris les chars Léopard. Ces chars, ils peuvent brûler, et les F-16 peuvent brûler aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Si les armes sont situées dans des bases militaires en dehors de l'Ukraine et sont utilisées en combat contre nous, nous devrons réfléchir pour savoir comment détruire ces équipements. Bonjour Sergueï Boutman, merci d'être avec nous, journaliste à l'Écho de Moscou. Tout d'abord, votre réaction quand vous avez entendu ça, est-ce que c'est crédible? Est-ce que Poutine à un moment peut le faire? C'est-à-dire qu'on lui livre des F-16 qui vont décoller par exemple de Pologne ou je dis de Roumanie par exemple, et est-ce qu'il va pouvoir répondre à ça? Est-ce qu'on doit l'envisager? Il a toutes les possibilités pour le faire, toutes les possibilités matérielles et aussi psychologiques, c'est un peu plus difficile, mais il nous promet, il promet à l'Occident qu'il est capable de le faire. Il l'a fait, peut-être c'est après cette rencontre avec les 1000 blogueurs et qu'il a repris leur, je dirais, leur élan. Mais vous savez, on est habitué ici qu'on peut tout attendre du président russe. Voilà. Personne ne sait ce qu'il peut faire ou ne peut pas. Restez avec nous, Sergueï Boutman. Jean-François Bureau, on était tout à l'heure avec le général Paloméros qui dit qu'il faut quand même prendre en considération ce qu'il dit. Il y a toujours un petit fond de vérité. Le discours sur le nucléaire n'a pas marché, ça fait 10-12 fois qu'il en parle. Mais là, pourquoi pas? Je pense que dans cette gesticulation, comme vous le dites, qui a déjà eu des précédents, Poutine... il a le sommet de Vilnius dans 3 semaines, le sommet de l'OTAN, 10 juillet en tête. Et donc, il fait monter une pression politique pour montrer qu'il est l'interlocuteur avec qui il faut parler. Et je pense que c'est ça le but, c'est de se positionner, non pas dans le jour après jour de la guerre, qui est compliqué pour lui, mais par contre comme l'interlocuteur dont l'OTAN devrait se préoccuper beaucoup plus. Catherine Pierre-Servant disait lui non, il ne le fera pas parce que le budget militaire des armées, que ce soit États-Unis, français ou britannique, est tellement haut par rapport à Poutine qu'il ne prendra pas le risque d'une entrée en guerre. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ça, c'est ce qu'on peut appeler l'ambiguïté stratégique. Vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé au début de la guerre. Et effectivement, à partir du moment où Vladimir Poutine le dit, on ne peut pas l'exclure à 100%. Et c'est bien son objectif, c'est d'insinuer un doute dans l'esprit des pays éventuellement frontaliers de l'Ukraine, qui pourraient justement avoir sur leur sol les avions en question et qui pourraient commencer à se dire effectivement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on sera entraîné dans le conflit ou est-ce que certains pays de l'Union européenne, déjà pour commencer, ne vont pas aussi se dire qu'entre la contre-offensive qui paraît quand même bien poussive, pour l'instant, évidemment, ça ne veut pas dire que sur l'avenir, ça ne va pas se débloquer, entre guillemets. Entre ça et cette nouvelle menace de la Russie, les pays qui sont les plus faibles, je dirais, dans le soutien à l'Ukraine, évidemment, Vladimir Poutine sait très bien que ce sont des arguments qui peuvent être retenus et pour justement affaiblir les alliés de l'Ukraine. Donc même s'il ne compte pas attaquer les bases d'où seraient stationnés ces avions, évidemment, il insinue un doute pour essayer, encore une fois, de diviser à terme les alliés de l'Ukraine. C'est vraiment ça, Magali, semer le doute, semer le trouble? Oui, parce qu'on voit que ce débat sur la livraison des F-16 ne cesse de monter en puissance, qu'il y a en effet ce sommet de Vilnius avec l'Ukraine qui frappe à la porte de l'OTAN avec de plus en plus d'insistance. Donc oui, il faut menacer l'OTAN, les Occidentaux, et en fait reparler d'une certaine façon de ces fameuses lignes rouges, en fait, qu'il ne faut surtout pas pour l'Occident de franchir. C'est ça qu'essaye de mettre dans la tête des Occidentaux Vladimir Poutine avec ses sorties. Alors il y a cette pression
sur les gouvernements occidentaux, manifestement, et puis il y a une pression aussi sur l'opinion publique, clairement. Parce que depuis le début, il sait que c'est peut-être l'un des points faibles, notamment en Europe. Donc appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire traiter les Européens de co-belligérants, parce qu'en fait c'est ça ce qui est entre les lignes. Oui, c'est une façon aussi d'essayer d'affaiblir le soutien à l'Ukraine au moment où il y a une grande séquence en effet diplomatique qui s'ouvre, avec d'abord le sommet d'ailleurs, avec le Conseil européen qui va se réunir à la fin du mois de juin, et ensuite ce fameux sommet de l'OTAN. Avec un temps qui joue pour lui, Natalia, vous le rappelez souvent, lui, il a envie d'être en guerre continuellement. Ça, c'est votre théorie. C'est pas ma théorie, c'est la théorie de toute l'histoire russe. Oui. La Russie est toujours en guerre. Non, mais lui a ce temps indéfini par rapport à des populations occidentales qui peuvent se lasser un peu vite et qui vont prendre encore plein d'images aujourd'hui. Cette destruction du char AMX-10 RC, cette menace de Poutine. Là aussi, les gens peuvent se poser les questions. À mon avis, il ne faut pas se poser les questions parce que quand Poutine dit quelque chose, il le fait. L'histoire nous l'a montré. Pas sur le nucléaire encore. Mais... pas sur le nucléaire, mais attention, il y a la station nucléaire, par exemple, qui nous pose beaucoup de problèmes. Parce qu'on peut bien sûr lancer des bombes, mais on peut aussi organiser un petit accident, comme d'ailleurs on l'a vu. Il peut organiser des accidents. Donc si jamais il y a quelque chose qui l'accident, vous parlez du barrage de Novakovka ? Du barrage, oui. Mais il y a aussi une station nucléaire de Zaporizhzhia qui peut avoir un accident. Et c'est aussi une menace nucléaire. Donc à mon avis, faut pas trop se poser la question quand Poutine dit quelque chose. Il est assez sincère. Peut-être que dans notre esprit rationnel, il passe pour un fou. C'est pas le qualificatif qui me vient le premier quand je pense à Vladimir Poutine, mais bon. Oui, mais pour notre mentalité à nous, on cherche à expliquer rationnellement. Mais il n'est pas moins rationnel que tous les tsars de la Russie, que ce soit Alexandre qui a fait des choses horribles, que ce soit Nicolas I, le premier. Je ne parle pas de II qui a mal fini. C'est-à-dire que tout le pouvoir russe a toujours été comme ça. Il n'est en rien exceptionnel. Donc je prends en sérieux ce qu'il dit. En revanche, là où il est bizarrement trop rationnel pour ce qu'il est, c'est tout ce qui est la paperasse juridique. Par exemple, quand il dit qu'il faut que Prigojine signe un accord avec le ministère de la Défense, il ne signe pas ce décret. C'est son ministre qui le signe. Donc, c'est pas un décret, si on parle juridiquement parlant, parce que seul le président peut obliger quelqu'un d'appartenir au ministère de la Défense, pas le ministre de la Défense, et surtout pas pendant la guerre. Donc, il est assez formel en ce qui concerne la paperasse, parce qu'il a fait quelques années à la faculté de jurisprudence. Donc, mais moi, je trouve que tout ce qu'il nous a annoncé jusqu'à maintenant, il l'a fait.